Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tan Talk Tennis, mon podcast en fait. Un podcast qui, je sais, oui, en 2025, j'ai quasiment rien fait. Mais pour la saison 2026, j'ai pour projet, littéralement, de faire un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et avant de commencer, hein, avant de revenir sur le sujet d'aujourd'hui, je tenais déjà à m'excuser par rapport à ma voix, parce que en effet, j'ai chopé une grosse grippe. Et donc voilà, je me suis quand même un peu forcé, je me suis vraiment déter à vouloir faire cet épisode-là pour le sortir aujourd'hui. Donc pardonnez-moi d'avance encore une fois hein, si peut-être ma voix n'est pas aussi bonne, n'est pas aussi captivante, mais je vous promets que pour les prochains épisodes, je ferai au max. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une saison qui n'a rien eu de normal, la saison ATP 2025. Une année où le numéro 1 mondial a été suspendu pour dopage, où les joueurs ont attaqué leur propre instance et où le calendrier a encore été déformé. Tout ça pendant qu'un duel à distance écrasait le circuit. Et par ce duel, vous comprenez bien que je parle de Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner. Alors on va poser le décor. En 2025, ce n'est pas juste des tournois et des scores, c'est une année où le tennis professionnel s'est regardé dans le miroir et n'a pas forcément aimé ce qu'il a vu. Et pour cela, je pense qu'on peut commencer par le sommet de la pyramide, qui est le duopole Alcaraz et Sinner. Parce qu'en vrai, si tu regardes le classement ATP au 24 novembre 2025, tout est clair. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, a 12 050 points, 19 tournois joués et 8 titres. Et le numéro 2 mondial, Yannick Sinner, a 11 500 points, 18 tournois joués et 6 titres. Et derrière en fait, on a juste un gouffre. Alexander Zverev, troisième mondial, est à 5 160 points, moins de la moitié du total d'Alcaraz. Et ça, tu vois, en fait, ça te dit tout. 2025, c'est l'année où l'ATP est dominé par un duopole, deux joueurs, et les autres sont loin derrière. Et cette domination, tu la retrouves dans les plus gros rendez-vous, les grands chelems. À l'Open d'Australie 2025, en janvier, Yannick Sinner remporte le titre. Il bat Alexander Zverev en 3-7. À Roland-Garros, c'est Carlos Alcaraz qui s'impose. Finale énorme où Alcaraz renverse Sinner en 5 manches serrées, avec 2 tie-breaks dans les 2 derniers sets. À Wimbledon, sur gazon, Sinner reprend le dessus. Il bat Alcaraz en 4-7. Et enfin, à l'US Open, à New York, c'est Alcaraz qui gagne, toujours contre Sinner en 4-7. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Petite conclusion simple. Les deux se partagent les plus grandes scènes du tennis mondial. 3 finales de Grand Chelem l'un contre l'autre. La quatrième avec l'un d'eux quand même sur le court. C'est leur saison. Et pourtant, au milieu de cette domination, l'un des deux va disparaître du calendrier pendant 3 petits mois. Et ouais, le 15 février 2025, coup de tonnerre. Yannick Sinner, qui est alors numéro 1 mondial, tout juste sacré à l'Open d'Australie, est suspendu 3 mois. La raison de tout cela, un contrôle positif à un stéroïde anabolisant, le Clostebol, datant de mars 2024 lors du tournoi dans Masters 1000 d'Indian Wells. Et ce qui choque, ce n'est pas seulement le contrôle en lui-même, c'est le feuilleton tout autour. Parce qu'au départ, l'ETIA, l'International Tennis Integrity Agency, l'avait mise en cause. Dossier classé en gros. Mais l'Agence mondiale d'antidopage, l'AMA, n'est pas d'accord et fait appel. Là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Sinner risque entre 1 à 2 ans de suspension. Et ça, les gars, c'est énorme. Surtout quand on parle d'un joueur qui est au sommet de sa carrière, numéro 1, vainqueur en Grand Chelem, icône du nouveau tennis propre, moderne et sérieux, quoi. Et finalement, alors qu'un jugement définitif était prévu pour avril, un accord a été trouvé entre le joueur et l'AMA. Résultat, 3 mois de suspension. Pas 1 an, pas 2, 3 mois. Et retour sur les cours dès le Masters 1000 de Rome. Cette issue-là, il faut le dire, elle ne passe pas pour tout le monde. Certains joueurs dénoncent un traitement de faveur, un système indulgent avec les stars. Il y a des joueurs comme Nick Kyrgios, Stan Wawrinka entre autres, qui prennent la parole publiquement pour critiquer la décision et ce qu'elle représente. Et au milieu, tu as cette sensation bizarre. Un numéro 1 mondial, contrôlé positif,
suspendu mais pas cassé. Et honnêtement, j'ai mis du temps à réaliser ça parce que sportivement, le plus dingue, c'est que cette suspension ne lui coûte même pas sa place de numéro un au moment de son retour. Parce que comme je vous l'ai dit, Sinner est suspendu 3 mois, manque 4 Masters 1000, perd 2100 points pendant cette période. Et malgré ça, il est assuré de rester numéro un jusqu'à Rome. Pour que ses rivaux le dépassent, il aurait fallu arriver au Masters 1000 de Rome avec plus de 9730 points. Et là, la vraie anecdote, c'est que personne n'y parvient. Pourquoi? Parce que derrière, ça ne suit absolument pas. Alexander Zverev, qui est numéro 2 mondial à ce moment-là, fait un début de saison moyen. 6 victoires, 6 défaites depuis sa finale perdue à Melbourne, aucune demi-finale. Carlos Alcaraz, numéro 3, fait beaucoup mieux. 16 victoires, 3 défaites, 2 titres à Rotterdam et à Monte-Carlo, mais surtout une grosse contre-performance à Miami qui le bloque dans sa remontée. Le résultat est donc assez paradoxal. Au classement ATP, Sinner reste devant, protégé par son avance. Au classement de la race, Alcaraz finit par le dépasser, mais seulement après sa qualification en finale à Monte-Carlo mi-avril, soit plus de 2 mois après l'annonce de la suspension de Sinner. Donc, même suspendu, Sinner reste l'un des 2 hommes forts de la saison. Et quand il revient à Rome, il revient directement au plus gros bras de fer de l'année, le duel avec Alcaraz. Mais pendant que le feuilleton Sinner occupe l'espace, un autre front s'ouvre en 2025, celui des joueurs contre les institutions. Et oui, le 18 mars 2025, la PTPA, la Professional Tennis Players Association, le syndicat cofondé par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, lance une série d'actions en justice contre l'ATP, la WTA, l'ITF et l'ITIA, dont je vous ai présenté le caractère tout à l'heure. Et les plaintes sont déposées dans différents pays. Et plusieurs joueurs et joueuses s'y joignent. Par exemple, on a Nick Kyrgios, Varvara Gracheva, Reilly Opelka qui vont porter plainte aux États-Unis. Et on a Corentin Moutet, Taro Daniel qui iront par exemple eux porter plainte au Royaume-Uni. Et je ne vous cite pas les autres parce qu'il y en a plein d'autres. Et les sujets qui sont dénoncés sont nombreux. Et ils résument bien la crise du tennis moderne. Parce que la PTPA ici, elle attaque les revenus jugés insuffisants pour les joueurs du circuit challenger et secondaire. La longueur du calendrier est allée sur quasiment 11 mois. Les matchs programmés tard le soir qui se terminent après 3 heures du matin. Le changement permanent de balle d'un tournoi à l'autre accusé de provoquer des blessures chroniques au bras, la limitation du nombre de sponsors autorisés et l'idée d'une exploitation commerciale des joueurs. Et surtout, point très sensible, la politique antidopage, avec des contrôles aléatoires, parfois en pleine nuit, des interviews sans avocat et une indulgence supposée dans certains dossiers, notamment ceux de Yannick Sinner ou encore Iga Swiatek, comparés à d'autres sanctions jugées abusives. Et là, si tu me suis bien, est-ce que tu vois le tableau? 2025, c'est une saison où le sport ne se joue pas que sur le court. C'est aussi une année où les joueurs organisés en syndicats attaquent frontalement les règles du tennis. Et pendant que tout ça se passe, le calendrier, lui, continue d'évoluer. En 2025, le nombre de tournois ATP 500 passe de 13 à 16. 3 tournois montent de catégorie: Dallas, Doha et Munich. En parallèle, plusieurs ATP 250 disparaissent. Fini Cordoba, Estoril, Lyon, Newport et Atlanta. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on renforce les tournois middle premium, ceux qui rapportent plus de points et plus de prize money, au détriment de certains rendez-vous plus modestes. Pour les top players, c'est plus d'occasions de marquer gros. Pour les joueurs qui essayent de monter, c'est une marche de plus à franchir, avec moins de 250 disponibles. Et quand tu mets ça en perspective, avec les plaintes de la PTPA sur les revenus et le calendrier, tu vois bien que 2025 ressemble à une saison de tension structurelle. Et si tu te demandais s'il y a eu d'autres changements durant cette saison, eh bien oui, il y en a eu, et un très gros changement d'ailleurs, cette fois-ci à l'US Open, pour le double mixte. Jusqu'en 2024, le format était simple: 32 paires, beaucoup de spécialistes du double, et la compétition jouée en troisième semaine. Et quand je te dis en troisième semaine,
C'est parce qu'il faut prendre en considération le fait qu'il y a les qualifications. Et donc, cette compétition est jouée en même temps que les finales de simple et de double. Donc en 2025, l'US Open décide de tout changer. Plus que 16 paires, 8 paires inscrites via un combiné des classements en simple WTA et ATP, 8 paires invitées par le tournoi et des matchs qui sont joués en première semaine pendant que se joue aussi la phase de qualification des simples. Et qu'on se le dise, l'idée est claire, c'est d'attirer des stars du simple dans la discipline, donner plus de lumière au mixte et rendre la catégorie plus bankable. Pour convaincre, l'organisation utilise l'argument le plus simple du monde. Allez, je te le donne, l'argent. Le prize money des vainqueurs passe de 200 000 dollars à 1 million. Et ça, c'est gigantesque, les gars. Un jackpot jamais vu dans l'histoire du double mixte. Sans surprise, beaucoup de spécialistes du double se sentent écartés. Ils dénoncent un mixte transformé en vitrine marketing pour les stars du simple, au détriment des vrais joueurs de double. Parmi eux, Sarah Errani et Andrea Vavasori, tenants du titre 2024, qui publient un communiqué commun pour critiquer ce changement. Et là, l'ironie est totale. Parce que malgré ce format taillé pour les stars, la première édition de cette formule va sacrer non pas une paire de stars, mais Errani et Vavasori. Seule paire composée à 100% de spécialistes du double. Ils réussissent à entrer dans le tableau, gagnent leurs 4 matchs et battent en finale un duo ultra populaire, Iga Swiatek et Casper Ruud. Résultat, le plus gros prize money de l'histoire pour une paire de double mixte revient à ceux que le système était en train de pousser de côté. Et avec ça, si on descend maintenant dans le détail sportif, la saison est très riche en diversité. En effet, dès le début de l'année, on voit des visages variés soulever des trophées. On peut prendre quelques exemples. Jiří Lečka qui gagne à Brisbane, Alexandre Muller qui remporte Hong Kong, Félix Auger-Aliassime qui gagne à Adélaïde, puis Montpellier, puis Bruxelles. Gaël Monfils, lui, s'offre le titre à Auckland. Joao Fonseca s'impose à Buenos Aires. Hugo Humbert gagne à Marseille, comme d'habitude vous me direz. Et enfin Rublev gagne à Doha, on a Baez à Rio, Tsitsipas à Dubaï et on a même du Marach à Acapulco. On voit passer des noms comme Draper, Menchik, Brooksby, Darderi, Koboli, Rude. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais on voit aussi des noms comme Alcaraz, encore à Monte-Carlo, Zverev à Munich, Fonseca à Bâle, Bublik qui accumule les titres à Halle, Gstad, Kitzbühel ou encore à Anjou. Bref, ce que vous devez comprendre, c'est que toute cette richesse se reflète dans le top 20. Félix Auger-Aliassime, comme je vous le disais, termine 5e joueur mondial alors qu'il était 29e fin 2024. On a Alexander Bublik qui finit 11e avec une saison à 4 titres et une remontée spectaculaire. Alejandro Davidovich Fokina qui grimpe à la 14e place après avoir quitté le top 60. Et bien évidemment, Jakub Menchik finit 19e après un titre majeur en Masters 1000 et une saison qui, on peut le dire, est quasiment solide. Malgré toute cette densité, le sommet reste quand même verrouillé. Personne ne réussit à briser le duo Alcaraz-Sinner, ni en points, ni en aura, et ni en importance sportive. Toute la saison, le tennis vit avec cette impression que la vraie bataille pour le pouvoir se joue entre les deux. Alors concrètement, si on doit résumer 2025 en une image, ce serait peut-être celle-ci. Un circuit où tout en haut, deux joueurs se livrent une rivalité totale, finale après finale, tandis qu'en dessous, les fondations bougent, grincent, protestent. D'un côté, un numéro 1 suspendu pour dopage, mais toujours au cœur du jeu, un numéro 2 qui finit l'année numéro 1 en points, multipliant les titres et les finales. Et de l'autre, un syndicat, la PTPA, qui attaque les institutions sur le calendrier, les conditions de travail, les revenus et la politique antidopage. On a aussi un calendrier qui glisse doucement vers plus de tournois premium, moins d'espace pour les petits, et un grand chelem qui transforme le double mixte pour attirer les stars du simple, mais qui voit quand même une paire de spécialistes décrocher le plus gros chèque de l'histoire. Alors, 2025, ce n'est pas seulement une grande saison de tennis, c'est une année où le sport a montré ses tensions internes entre business et équité, entre justice sportive et gestion des stars, entre élite et périphérie.
Et pendant que tout ça se passait, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner se sont partagés les grandes scènes. Comme si, malgré le chaos autour, le sommet restait lui entièrement sous contrôle. Voilà, c'était le recap complet de la saison ATP 2025. Une saison de dopage, de révolte, de réforme et d'un duopole qui, pour l'instant, semble intouchable. Moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette saison. N'hésitez pas aussi à me donner un petit coup de pouce, hein, ça aide pour le référencement ici. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour, allez, je vous le dis maintenant, le résumé de la saison WTA. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous et plein de bisous. Ciao!